Bonjour à tous. Vous êtes le ministre de la Défense de l'Ukraine. Évidemment, d'abord, votre regard sur ce qui s'est passé à Dnipro. Qu'est-ce qu'on sait à ce stade du tir russe qu'il a provoqué? La décision du commandement russe de commettre ce crime de guerre, ce crime contre l'humanité, peut s'expliquer par le fait qu'il lutte contre les civils, contre les infrastructures civiles en Ukraine. Vous voulez dire qu'il y avait une volonté délibérée ici de frapper un immeuble avec des civils? Ils bombardent délibérément, en toute connaissance de cause, en utilisant des drones iraniens, des missiles de croisière pour détruire nos infrastructures de chaleur, d'énergie. À côté de ces sites d'infrastructures, il y a des bâtiments résidentiels. Et donc, leur objectif est de plonger l'Ukraine délibérément dans le chaos. C'est un génocide délibéré et c'est un crime de guerre délibéré de la part du Kremlin. Qu'est-ce qu'il en est de ce point de vue? On a vu hier qu'il y avait un certain nombre de coupures de courant, notamment la ville de Kharkiv complètement plongée dans le noir. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, dimanche? Hier, ils ont visé des systèmes de transformation et des transformateurs pour couper l'électricité dans l'oblast de Kiev, de Kharkiv, d'Ivano-Frankivsk et dans d'autres localités. En effet, les coupures d'hier maintenant se rétablissent petit à petit. La population ukrainienne survit grâce à des générateurs qui sont envoyés par nos partenaires et ça nous sauve des vies et nous vous remercions. Là, la Russie a tiré des dizaines de missiles. Seulement une partie a été interceptée. Expliquez-nous comment ça se passe. Pourquoi la défense antiaérienne ne peut pas arrêter davantage de missiles? Hier, ils ont lancé 33 missiles. Nous avons intercepté que 21. En effet, il faut comprendre que le système de la défense antiaérienne ne protège pas à 100%. Ainsi, nous tournons vers nos partenaires qui nous permettent de protéger le ciel davantage. Surtout, je tiens à remercier le peuple français et le gouvernement français parce qu'ils nous ont envoyé le Crotale. Ça accompagne les systèmes norvégiens et allemands. J'en suis absolument reconnaissant et j'espère voir davantage de systèmes Crotale français. Et si nous couvrons et protégeons, et si nous voulons protéger le ciel à 90%, nous avons besoin d'avoir de ces systèmes et davantage de ces systèmes. Parce que malheureusement, pour le moment, il y a des brèches. Qui pleusait, il existe des roquettes X-22 et les raquettes et les missiles qui ont touché la ville de Dnipro hier. Malheureusement, nos systèmes ne sont pas capables de les arrêter, de les intercepter. Mais nous espérons, nous avons des grands espoirs par rapport aux missiles patriotes, par rapport au système patriote. Quelle est la situation à Soledar? On sait que c'est une petite ville. Est-ce que vous contrôlez une partie de Soledar, les abords de Soledar encore? Qu'est-ce qu'il en est? Il y a des combats et des batailles féroces à Soledar. Ce sont des batailles de rue, des batailles urbaines. Il n'y a aucune des parties qui garde le contrôle total. Il y a une présence des troupes ukrainiennes et il y a une présence des éléments criminels du groupe Wagner. Il y a des restes de l'armée
régulière russe et par conséquent, vague par vague, tentative par tentative, il y a des tentatives en fait encercler nos unités. La situation est compliquée, mais nous nous battons pour chaque mètre carré de notre terre. Dire que cette ville est encerclée ou prise ou entre les mains des Russes ne serait pas adéquat, ne serait pas vrai. Il ne faut pas le dire. À un moment donné, il y a une pesée humaine. Combien d'hommes vous êtes prêts à perdre? On se souvient de ce qui se passait à Azovstal. Est-ce que vous tiendrez, vous essaierez de tenir Soledar ou les abords de Soledar jusqu'au bout? Est-ce que nous sommes prêts ou pas pour ce bilan humain? Non. Je voudrais bien répondre différemment. Eux, ils utilisent leur personnel comme de la chair à canon. C'est une espèce d'hachoir de leur côté. Ils n'ont aucune valeur, ils ne portent aucune valeur pour la vie humaine. Ils sont prêts à perdre jusqu'à 500, 600 soldats par jour. Nous, le commandement ukrainien apprécie et valorise notre personnel. Nous faisons tout pour l'épargner. Ainsi, nous demandons des aides, de l'armement moderne. Et grâce à l'arme moderne, nous pourrions repousser les Russes en préservant les vies de nos combattants. Vous rappelez ce mot de hachoir, ce mot terrible de hachoir à viande qu'a utilisé Prigojine, qu'avait utilisé Staline à l'époque. Est-ce que vous constatez ces derniers jours des pertes massives dans l'armée russe qui est prête comme ça à sacrifier des vagues de soldats? Oui, en effet. Eux, ils utilisent cette tactique d'hachoir. Ils sont prêts à sacrifier les personnes mobilisées, les recrues depuis des prisons, et ils sont prêts à les faire tuer et envoyer de nouvelles personnes mobilisées. Et derrière, il y a des personnes, des soldats qui sont prêts à fusiller tous ceux qui tenteraient de reculer. Donc c'est la tactique de Staline qui date de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que cependant vous êtes surpris de la capacité de feu de Wagner? On imagine bien que si vous pouviez tenir davantage Soledar, vous le feriez. Beaucoup de repris de justice. Là maintenant, on l'apprend aujourd'hui, un serial killer russe qui voudrait rejoindre Wagner. Malgré tout, il y a une certaine efficacité de ces combattants. Eh bien, nous ne sommes pas surpris. Nos amis, nos partenaires français nous ont alertés sur ce groupe Wagner. Et les Français sont conscients de leurs agissements au Mali. Nous avons d'ailleurs abordé ce sujet avec mon homologue, Monsieur Lecornu. Merci beaucoup et je le remercie pour son soutien. Mais en effet, Wagner a beaucoup de mercenaires qui sont rodés et au Mali et en Syrie, et ils ont aussi recruté des anciens prisonniers, des anciens violeurs, et ce n'est pas une question de leur professionnalisme, c'est plutôt une question de volonté de sacrifier la chair à canon à Soledar et à Bakhmout. C'est une pure volonté du groupe Wagner de montrer au Kremlin qu'il serait supérieur à l'armée régulière. Regardez, il y a maintenant un conflit intérieur entre le groupe privé Wagner et le commandement des forces armées russes. L'Allemagne hésite toujours à donner son accord à la Pologne pour qu'elle réexporte vers vous les chars Léopard 2. Quel est votre message aux Allemands?
Tout d'abord, je tenais à dire à tout le monde que nous apprécions le leadership dans un certain nombre de pays. Je vais les énumérer. C'est bien sûr la France qui a pris la décision de nous envoyer les chars légers AMX-10. C'est la Pologne qui a pris la décision d'envoyer des chars Léopard et qui a appelé les autres de faire de même. C'est bien les États-Unis qui ont dit que les VAB légers doivent être envoyés également. Et l'Espagne, hier, a annoncé l'envoi des Challenger 2, des chars lourds. Le Royaume-Uni. Lorsque ils sont d'accord, par exemple, d'envoyer les chars après l'envoi des mêmes chars des autres. Donc, je peux comprendre, par exemple, que l'Allemagne ne veut pas être parmi les premiers. Mais donc, c'est un je vois que la balle est passée du camp des Français dans le camp des Allemands. Donc nous attendons la réaction allemande, bien sûr. Hier, sur notre plateau, l'ambassadeur de Pologne disait qu'il y a une responsabilité historique des Allemands au vu de leur histoire, au vu du XXe siècle. Est-ce que vous pensez cela ? Eh bien, je pense que j'ai deux questions à poser aux Allemands. D'abord, concernant 2008. En 2008, il y avait une réelle opportunité d'accepter l'Ukraine au sein de l'OTAN. C'était le moment, justement, lorsque les États-Unis avaient exprimé leur volonté. Mais l'Allemagne, Angela Merkel, fut la raison pour laquelle l'Ukraine n'avait pas été acceptée à l'OTAN, parce que ça pouvait provoquer la Fédération de Russie. Par conséquent, en 2008, la Russie avait attaqué la Géorgie et a occupé un certain nombre de territoires géorgiens. Après, en 2014, la Russie a attaqué l'Ukraine et a lancé la guerre contre l'Ukraine en 2014. Ainsi, l'idéologie de ne pas provoquer les Russes n'a pas marché. Deuxièmement, l'Allemagne a continué le business as usual en expliquant qu'il ne s'agissait que des rapports économiques. Mais ils ont laissé cette impression à l'agresseur que tout leur est permis. Moi, je pense qu'on aurait pu éviter la guerre sanglante et en 2008 et en 2014 si ce n'était pas la décision de l'Allemagne. Monsieur le ministre, comment est-ce que vous expliquez cette attitude allemande ? C'est la tradition d'ouverture à l'Est, ce sont les intérêts économiques, ou est-ce qu'il y a même un noyautage, ou il y a eu un noyautage de la Russie en Allemagne? On pense notamment à l'ancien chancelier Schröder. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense qu'il s'agit des intérêts financiers tout d'abord, parce que des hauts fonctionnaires allemands, un grand nombre de ces hauts fonctionnaires se sont transformés en dirigeants des sociétés russes. C'est dommage, mais c'est ainsi. Deuxièmement, il se trouve qu'il était pour eux plus intéressant d'acheter du gaz russe à bas prix que de protéger les intérêts et les valeurs européens. Mais je pense que les partenaires et nos amis européens ont tout compris et je
salue le fait que les pays européens, y compris l'Allemagne, ont refusé de continuer à acheter le gaz et les hydrocarbures russes, et cela va renforcer la sécurité de l'avenir de l'Europe. Cette semaine, très importante réunion à Ramstein, c'est le secrétaire à la défense américain qui la convoque. Qu'est-ce que vous attendez précisément? Là, vraiment, seront réunis les principaux acteurs qui peuvent agir davantage pour l'Ukraine. Qu'est-ce que vous attendez à ce moment-là? Ramstein, c'est une plateforme très puissante grâce au leadership des États-Unis, plateforme née en mai dernier. Chaque année, nous nous réunissons pour renforcer le soutien accordé à l'Ukraine dans cette guerre contre l'agresseur. Aujourd'hui, nous avons vu une vraie percée en la matière, mais nous devons comprendre que cette guerre nous demande de faire plus. Et nous abordons des questions non seulement de nouveaux systèmes d'armement, mais nous abordons également la question de nous fournir de l'aide systémique et de mobiliser pour cela l'industrie. Nous voyons que les armes françaises sont extrêmement efficaces, comme Crotale, comme tous les autres canons. Ces systèmes démontrent la très bonne qualité. Ainsi, les réunions à Ramstein sont utiles pour pouvoir continuer à obtenir ces aides. Et chaque fois, j'ai toujours les mêmes retours. Les ministres de la Défense des pays partenaires nous disent qu'ils sont prêts à nous soutenir. Donc, nos attentes, c'est que cette plateforme va nous montrer comment nous allons avancer dans cette guerre. Vous avez été personnellement visé par les forces spéciales russes, c'est ce que disent beaucoup de sources. Les Russes ont essayé, vous, parmi d'autres, mais vous personnellement, de vous tuer, c'est exact? Eh bien, vous savez, nos services spéciaux nous ont dit qu'ils avaient arrêté un certain nombre de personnes qui avaient reçu un ordre d'éliminer un certain nombre des commandants et des hautes personnalités. Mon nom figurait dans leur liste, mais cela ne m'empêche pas de continuer mon travail et de remplir mes obligations en tant que ministre. Il conviendrait tout simplement d'être un peu plus vigilant, mais ces menaces ne m'arrêteront pas parce que mon objectif premier est de protéger mon pays. Vous avez tiré sur Rogozine, le propagandiste du Kremlin, dit-on avec un canon César français. Est-ce que c'est un message? Est-ce que tout responsable russe, même les plus hauts gradés, même un Gerasimov ou autres, s'ils sont le pied sur le territoire de l'Ukraine, peuvent être des cibles personnelles? Je vais peut-être dire les choses qui ne vont pas vous plaire, mais par contre, je n'avais pas visé. Je ne vise personne. J'ai envoyé aucun obus contre quiconque. Je suis ministre de la Défense. Je suis, de par ma formation, juriste. Donc, je n'ai pas appuyé sur un bouton et je n'appuie pas sur les boutons. On a bien compris. Et donc, par contre, mon objectif est de coordonner les forces et les généraux prennent les décisions par la suite. Un dernier mot, s'il vous plaît, sur Vladimir Poutine en tant que personne. Vous avez mentionné une myopie des Allemands à son sujet dans le passé. La France lui a par exemple remis la Légion d'honneur. Est-ce que selon vous, il faudrait la lui retirer?
Eh bien, il me semble que le plus simple serait de ne pas penser qu'il ne conviendrait pas provoquer les Russes afin d'éviter toute escalade. L'escalade est déjà là. Les Russes sont ici. C'est une armée de criminels, de violeurs, d'assassins et des pilleurs. Ils sont là pour piller nos maisons. Et donc, ils ne connaissent aucune valeur. Et donc, grâce à notre coalition, nous serions capables d'arrêter le Kremlin et de rétablir l'ordre mondial normal. On ne peut pas permettre que la force règne dans ce monde. Ce sont des lois internationales et le droit international qui doit régner. Ainsi, la liberté, l'intégrité territoriale et toutes les autres valeurs démocratiques doivent dominer. Et nous nous battons pour cela. Je tiens à dire toute ma gratitude au peuple français, au gouvernement français, au président français. Grâce à votre aide et soutien, nous allons gagner. Oleksiy Reznikov, merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.